Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à traiter de PowerPoint, mais non pas des techniques d'utilisation de PowerPoint lui-même, de création de contenu, mais plutôt de l'utilisation de PowerPoint, comment créer une présentation PowerPoint. Ceci à travers quelques conseils pour que vous puissiez générer une présentation efficace. Alors, avant de commencer, nous allons peut-être essayer de définir déjà ce qu'est PowerPoint. PowerPoint est avant tout un outil qui va vous permettre de pouvoir présenter le sujet que vous traitez, mais de pouvoir le présenter en ayant un guide-ligne, en ayant donc une trame qui vous permettra de suivre cette trame et donc de ne pas vous égarer, d'oublier des points ou de trop rester longtemps sur certains points. Ça permet aussi au public de pouvoir éventuellement voir où vous en êtes et s'ils décrochent ou qu'ils font autre chose, de pouvoir raccrocher par la suite votre présentation en sachant où vous en êtes. Il y a néanmoins quelques règles qu'il va falloir traiter. Ce diaporama traite des règles principalement de tout type de présentation, même si l'accent, puisque c'est un cours PowerPoint, est comme plus mis sur l'utilisation de l'outil Microsoft PowerPoint. Donc, avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, définir la présentation, l'objectif de votre présentation, de quoi voulez-vous parler. Ceci est important parce que cela va nous permettre de définir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Pour faire le plan, si jamais vous disposez d'un fichier Word, ce fichier Word, si vous l'avez traité de façon cohérente en intégrant titre 1, 2, 3, vous pourrez dans ce cas pouvoir récupérer le plan directement. Tous les titres de niveau 1 seront intégrés avec des nouvelles diapositives, ce qui permettra par la suite d'avoir toutes vos diapos, les titres 2 et 3, qui seront inclus dans la diapo. Suivant la typologie de votre document Word, il est possible que cela fasse des diapos un peu longues. Vous pourrez ensuite les dédoubler ou traiter différemment en fonction de vos contraintes. Vous pourrez aussi rajouter des diapositives, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas de fichier Word qui permet d'avoir déjà un plan, vous pouvez utiliser Word ou un tableau blanc au choix pour pouvoir lister les idées que vous allez présenter de façon à pouvoir générer la trame des diapositives, c'est-à-dire en fin de compte les éléments importants que vous allez pouvoir présenter. Donc, une fois que vous avez listé toutes les idées, vous allez pouvoir les ordonner. C'est pour ça que je préfère souvent utiliser un outil informatique plutôt qu'un tableau blanc. Le tableau blanc étant intéressant, dans ce cas-là, utiliser avec des techniques de post-it, par exemple, une technique que l'on peut voir dans certaines techniques de présentation. Mais le Word a l'avantage de pouvoir être facilement déplaçable, copiable, duplicable. Alors, ça peut être un autre outil, peu importe, mais traiter toujours dans un outil qui soit facile après à modifier. Vous pouvez aussi ordonner vos idées par la suite de façon à ce qu'un ordre logique puisse apparaître dans votre diaporama. La diapo avant de commencer est bien à traiter au début. Si je la traitais à la fin, elle aurait peut-être moins d'intérêt par rapport à ça. Vous avez vos points, vos différentes diapos ou vos thèmes principaux qui sont traités. Vous allez pouvoir compléter vos points en rajoutant des items. Alors, on verra par la suite qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, mais il va falloir donc mettre un peu de corps sur votre squelette. Dans tous les cas de figure, respectez votre plan une fois qu'il a été défini. Et vous pourrez aussi donc essayer de rythmer votre présentation. Alors, ce diaporama-là, dans sa version 1.0 que vous regardez actuellement, ne contient pas d'icônes, ne contient pas de graphiques, etc., ou très peu d'informations, que de l'information textuelle, pour simplement me permettre d'avoir une version visuelle à vous montrer, en plus de mon commentaire qui appuie donc cette présentation. Quel logiciel choisir? Alors, dans tous les cas, vous allez pouvoir basculer ensuite vos éléments que vous avez mis sous Word, un tableau blanc ou autre chose, les faire basculer dans un outil de présentation. Alors, avec quel outil de présentation utiliser? De façon classique, vous pouvez utiliser Microsoft PowerPoint, qui fonctionne sous PC et sous Mac. Sous Linux, il faudra faire une émulation, mais ça peut éventuellement le faire. Vous avez Prezi aussi qu'on peut utiliser. Alors, Prezi, souvent, l'inconvénient de Prezi, c'est que vous avez dans ce cas-là une présentation qui est visible certes sur PC et sur Mac, mais que tout le monde ne pourra pas forcément récupérer. Alors que PowerPoint, en principe, tout le monde a utilisé PowerPoint, il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc Prezi, souvent, ce sont plus des personnes de la mode, je dirais, qui utilisent ça pour faire un peu fun, même si Prezi, ça fait déjà plusieurs années que ça fait plus trop fun du tout, mais ça n'empêche que les gens pensent encore que le fait de faire des zooms sur certains points est intéressant. C'est à voir en fonction des contraintes, mais on en parlera tout à l'heure. Si vous avez un Mac, vous pouvez très bien utiliser Keynote, donc ce qu'a fait, dont l'un des chantres était Steve Jobs. Vous pouvez aussi utiliser Presenter si vous n'avez pas d'autres outils. L'avantage de Presenter, c'est que l'outil est libre et qu'il fonctionne sur PC, sur Mac, sur Linux, éventuellement d'autres plateformes encore. Alors sous sa version LibreOffice ou OpenOffice en fonction de vos aspirations. On a quand même un petit retard dans la mesure où la notion de ruban n'a pas encore été intégrée dans Presenter, ce qui fait qu'il y a un petit peu de retard par rapport à un outil comme Microsoft PowerPoint. L'avantage par contre, c'est que Presenter, si vous connaissez PowerPoint, surtout les anciennes versions, avant 2007, c'est-à-dire 2003 et antérieur, vous ne serez pas trop surpris en prenant Presenter. Le look est un look 2003 et antérieur. Alors 2003 arrivé en 2015, 12 ans de retard, c'est peut-être un peu beaucoup quand même pour l'informatique. Et vous avez d'autres outils comme Microsoft Sway qui existe, plus simple d'utilisation, un peu différent. C'est pareil, je mettrai la même catégorie que Prezi si vous voulez faire fun, et éventuellement présenter un peu différemment en essayant de vous démarquer. Attention, le fait de se démarquer n'est pas forcément toujours utile, nécessaire par rapport à la chose. Ne pas oublier que c'est avant tout le fond de votre présentation qui est important. La partie visuelle, certes, a de l'intérêt, mais ce n'est pas forcément vital par rapport à ça. Dans tous les cas, il faudra tenir compte de l'entourage. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, tout le monde utilise Keynote ou Prezi ou toute autre chose, dans ce cas-là, vous ferez amende honorable et vous utiliserez le produit qui est utilisé par tout le monde. Si jamais, ce qui est le plus classique, l'entreprise utilise PowerPoint, vous utiliserez PowerPoint, de façon à ce que votre présentation puisse être passée auprès aux collègues, enrichie, complétée et sur le réseau, permettre d'avoir une base de données accessible à tout le monde pour pouvoir donc faire une présentation à différentes typologies de clients, de prospects, de fournisseurs, de nouveaux collègues, etc., en fonction des besoins de l'entreprise. Quelle longueur pour un diaporama ? Alors, dans tous les cas de figure, il va falloir réduire le nombre de diapos. Le nombre de diapos en faisant des diapositives cachées. Donc je vous renvoie au chapitre traitant de cette partie-là. Et en faisant aussi des diaporamas personnalisés. On s'aperçoit souvent en entreprise que les gens font énormément de diaporamas sur la même thématique. L'exemple typique, c'est la présentation de l'entreprise. Donc, au lieu d'avoir une présentation d'entreprise unique pour la présentation, il va y en avoir autant qu'il y a de services. Chaque service va faire sa propre présentation en se basant du diaporama officiel et en mélangeant un petit peu tout, etc. Il est plus utile dans ce cas-là d'avoir une seule présentation unique pour l'entreprise, avec éventuellement des parties traitant de chaque service, ce qui permet aussi, dans ce cas-là, à la direction de savoir ce que chaque service va dire de lui-même, et des autres éventuellement, et vous pouvez traiter par un diaporama personnalisé, faire en sorte que chaque service ne présente que les diapositives qui l'intéressent. L'avantage par rapport à ça, c'est que si jamais il faut apporter des modifications à votre diaporama, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Vous n'aurez qu'à changer l'information. Le nouveau chef de la comptabilité est un tel. Vous changez donc son nom uniquement dans la diapositive relative à cette notion hiérarchique, et dans ce cas-là, elle apparaîtra dans l'ensemble des diaporamas des différents services. Si jamais elle est intégrée, bien sûr, cette information. Donc, un seul diaporama et éventuellement des diaporamas personnalisés en fonction des contraintes. Dans tous les cas, faire des textes courts. Alors, texte court, l'idéal, ce serait de faire 6 points par diapo, éventuellement 6 mots par point, de façon à ce que vous ayez toujours quelque chose de visuel, clair et simple. Si possible, respectez aussi une phrase égale une ligne. C'est-à-dire que si vous dépassez une ligne, il est fort probable que vous avez trop de mots, trop de texte. Ne pas oublier, l'objectif initial de PowerPoint, c'est avant tout de permettre de pouvoir présenter succinctement votre guide ligne pour ne pas perdre pied dans votre diaporama.
Donc une phrase, une ligne, c'est l'idéal, ce qui permet d'avoir des tailles suffisamment grosses de police sans pour autant avoir trop de blabla. S'il y a trop de blabla, les gens vont lire, et malheureusement, quand ils vont lire, ils ne vont pas vous écouter. Donc là, vous avez peu de texte pour pouvoir simplement leur faire un rappel. Si vous pouvez, utilisez Listapus plutôt que des longs textes. Si vous avez des textes sur plusieurs lignes, posez-vous la question, est-ce que l'on ne peut pas synthétiser ça en faisant uniquement une Listapus? Le premier paragraphe ici, réduire le nombre de diapos en mettant des diapositives cachées et des diaporamas personnalisés, aurait pu être vu sous la forme d'une seule phrase. Là, ici, j'ai préféré le décomposer en un thème principal et 2 sous-thèmes par rapport à ça. L'avantage, ça permet une lecture en diagonale beaucoup plus rapide que si on avait eu un gros bloc de texte. Et d'autre part, ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus structuré. Justement, la structure du diaporama. Vous allez soigner la conclusion, parce que la conclusion, c'est ce qui va rester par rapport à votre diaporama quand les gens auront quasiment tout oublié ou quand ils partiront dans les questions de questions-réponses à la fin de la présentation. Si vous pouvez, essayez de mettre en valeur par une preuve, de prouver votre diaporama, de façon à ce que les gens puissent vérifier qu'il y a bien quelque chose derrière. Dans tous les cas, essayez d'aller à l'essentiel en utilisant les techniques commerciales qui sont tout objet ou tout service a des caractéristiques, un avantage et des bénéfices. Si vous parlez des caractéristiques, ça n'intéressera que très peu de gens. Les avantages, un peu plus, et si vous parlez des bénéfices que vont en tirer les gens qui vont utiliser vos produits ou vos services ou les mettre en œuvre, dans ce cas-là, les gens seront beaucoup plus enclins à écouter ce que vous avez à dire. Donc, gardez les caractéristiques et avantages si possible pour la partie papier ou la partie documentation que vous aurez quelque part, mais dans votre PowerPoint, allez directement traiter des bénéfices de votre système. Utilisez les diapos cachés, donc on l'a déjà vu précédemment. Les diapos cachés ont l'avantage de pouvoir permettre, dans le cas ici par exemple précédent, j'ai parlé du bénéfice, si quelqu'un me dit oui mais votre bénéfice, pouvez-vous le prouver? Et bien dans ce cas-là, vous pourrez sortir une diapositive associant caractéristiques et avantages, par exemple, ou une caractéristique et une autre avantage, qui permettra de montrer le bénéfice éventuel de votre objet. Donc les diapos cachés ont plusieurs intérêts, mais principalement de pouvoir compléter votre discours en ayant déjà une trame de présentation, et en plus ça montre que vous avez déjà prévu la question qui était posée, ou du moins que vous avez réussi à l'anticiper, et que vous aviez une réponse à apporter à cette thématique. Comment faire une diapositive? Alors, hormis bien sûr les éléments qu'on a déjà vus avant. Si possible, utilisez toujours accueil-disposition pour pouvoir mettre en forme votre diaporama. Ici, à part la diapositive de titre, on est ici avec une diapositive. Tous les autres diapositives du diaporama sont des diapositives avec un titre et du texte simplement. N'utilisez pas des zones de texte, c'est-à-dire que souvent les gens sont tentés de mettre une diapositive avec rien, parce qu'ils ne veulent pas le titre. Alors dans ce cas-là, on verra, on a pu voir qu'on pouvait le changer, dans la partie par exemple relative au thème. Vous créez votre thème en fonction des contraintes, et ensuite vous allez pouvoir avoir tout simplement des applications qui vont être normées en fonction des contraintes. Si vous utilisez des zones de texte, le problème c'est que souvent vous avez tendance à écrire très petit. Et en plus, ça deviendra non aligné, il y aura souvent des problèmes après l'animation, etc. On obtient souvent quelque chose qui est assez catastrophique. Il vaut mieux que vous restiez avec une certaine rigueur, et que si jamais vous voulez mettre de la fantaisie, qu'elle soit ailleurs que dans les zones de texte simplement. Donnez un titre à tous les diapos. On a vu dans le chapitre relatif à la cartographie des Glénans qu'il était intéressant d'avoir donné un titre. Ceci me permettait de pouvoir me déplacer au sein du diaporama sans aucun problème là-dessus, et de pouvoir accéder directement aux diapositives. Si jamais vous avez besoin de vous déplacer dans le diaporama, ceci peut être plus facile, le fait d'avoir une diapositive de titre pour savoir où vous voulez aller. Ne pas surcharger la diapo de texte. Cela paraît évident, mais souvent on voit des grands paquets de texte qui apparaissent systématiquement dans les diapos. Donc, allez à l'essentiel, éventuellement, demandez-vous comment synthétiser les phrases, de façon à avoir une phrase qui respecte, comme on l'a vu dans une diapo précédente, 6 mots par phrase et 6 points par diapo. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre,
mais dans la mesure du possible, essayez quand même de respecter ces consignes. Vérifier orthographe et grammaire. On peut toujours en oublier, mais le fait d'avoir vu son document permettra souvent de pallier à ça. Alors attention quand même, parce qu'à force de regarder certains documents, il y a des fautes tellement grosses qu'on n'arrive pas à les voir là-dessus. Donc éventuellement, demandez à quelqu'un de votre entourage ou à un collègue de travail de pouvoir contrôler votre document de façon à ce que vous ayez quelque chose de cohérent et qui soit compréhensible aussi. Le fait de passer à quelqu'un d'autre souvent permet de voir que certains termes ne sont pas adaptés à votre public auquel vous allez vous adresser. La forme est importante, donc soyez sobre, mettez éventuellement un peu de fantaisie, mais pas trop, mais respectez comme un document qui soit d'un niveau compréhensible par le public auquel vous adressez. N'oubliez pas de citer vos sources. Souvent c'est un oubli important, mais les gens pourront trouver les informations. Lors d'une soutenance, il se peut que quelqu'un ait Internet, c'est de plus en plus fréquent, voir que tout le monde est Internet, et dans ce cas-là, les gens pourront vérifier, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part, vérifier, et vous attaquer là-dessus. Si vous citez vos sources, ou dans les images que vous mettez, si vous citez qui est présent, qui a fait l'image, qui en est le propriétaire, sous réserve bien sûr d'avoir le droit de diffuser l'image, ce qui est encore un autre problème, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, les gens vous en sauront gré. Texte et police. Vous allez pouvoir utiliser souvent 1 à 2 polices maximum. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser plein de polices, réduisez le nombre de polices pour garder une cohérence au document. C'est souvent un peu le problème des gens à qui on donne un outil de publication assistée par ordinateur pour la première fois, qui n'ont pas trop utilisé l'ordinateur ou pas du tout. Dans ce cas-là, ils vont avoir tendance à mettre chaque ligne une police différente. Donc, regardez les documents faits par des professionnels, vous verrez que systématiquement, il n'y a rarement plus que 2 polices. Il peut y en avoir plus pour d'autres raisons, mais le nombre de polices est toujours limité. Vous pouvez très bien avoir une police de titre ici, et une police après pour le corps. Ce qui n'empêche que si vous n'avez pas accès pour exprimer vos idées, vous pourrez toujours décliner la police en mettant du gras, par exemple, même si vous n'avez qu'une taille de graisse possible dans la majorité d'environnements. Si vous disposez d'autres outils ou d'autres polices, vous pouvez éventuellement avoir des graisses multiples. Mais gras ou pas gras, déjà, permet de montrer une certaine chose. La taille de la police, vous pouvez faire varier la taille de la police en fonction de ce que vous avez besoin de montrer, et la couleur, en respectant, comme un certain nombre de règles, restez, si possible, dans la thématique du thème, dans la charte graphique de ce que vous présentez. Évitez aussi de mettre du jaune sur fond blanc par ici, même si ça se lit sur l'écran, ça ne sera pas lisible après en vidéoprojection dans une salle. Ne pas écrire en dessous d'une taille de 20, ce qui veut dire qu'il faut limiter le contenu que vous allez mettre, de façon à ce que le contenu reste visible, même y compris au fond de la salle, ou y compris au fond de l'amphi. Sinon les gens vont décrocher et ne resteront pas à écouter ce que vous dites. Évitez les polyscripts. Alors le pire, je crois qu'on peut voir, c'est que quand vous avez des polyscripts, donc écriture en manuscrit, vous avez souvent des gens qui vont écrire des noms propres en polyscript, ce qui est totalement illisible, sauf à essayer de décoder quelle lettre a été mise en œuvre par rapport à ça. Donc si vous avez du script, pas plus d'une lettre, la première lettre majuscule éventuellement, mais le reste, si possible, en minuscule, pour rester compréhensible, et si possible, éviter ce genre de police. Les polices fantaisie peuvent être aussi utilisées dans des cas très particuliers. L'inconvénient, c'est que si vous utilisez des polices fantaisie, des fois, c'est pas très lisible. Je vous donnerai un exemple sur la diapo suivante, par exemple. Attention aussi à une chose, si vous utilisez des polices non standards, des polices qui ne sont pas disponibles dans l'ensemble des environnements, et si vous changez de plateforme, passez d'un Mac à PC ou Linux, pensez aussi que l'environnement n'intégrera pas forcément une police toute bête comme de l'Arial, ou de l'Helvetica si vous êtes sur un Mac. Ces polices-là ne seront pas disponibles forcément dans l'ensemble des environnements dans lesquels vous irez travailler. Donc si c'est le cas, vous avez tout intérêt à incorporer les polices dans le document, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci de lisibilité ou d'affichage de vos polices. Alors, voici quelques exemples de police avec des tailles de 40, 36, etc. On voit du taille 8 ici, qui est totalement illisible. Si vous prenez du recul, éventuellement, déplacez-vous par rapport à la vidéo, reculez un petit peu, et vous verrez que vous voyez rien du tout par une certaine distance. Ici, j'ai mis une police classique, la même police en gras.
C'est la police qui est utilisée par défaut dans le système ici, hein, Corbel. Ici, j'ai mis de l'Arial Black. Donc, le black, c'est plus gras que gras en langage de police. Donc, on voit qu'elle est plus visible. On l'avait d'ailleurs utilisé dans la partie création de la cartographie pour faire quelque chose qui va d'avoir des noms d'îles qui soient très visibles. Vous avez d'autres polices qui peuvent être notées ici et sur lesquelles vous allez voir que la taille pourtant est notée 40, mais si vous regardez l'œil ici de la police, le haut de Microsoft par exemple, ou le haut ici de Romain, vous apercevez que la taille n'a rien à voir a priori. Or, la taille est considérée comme étant 40. Les scripts ici que vous avez, j'ai écrit le mot glénant en majuscule justement pour vous montrer que c'était pas trop lisible comme style de police. Alors, dans ce cas-là, on arrive néanmoins à décoder un petit peu, mais si on utilise la police parchemin 40 ici, on arrive à deviner que c'est parchemin ici, mais là, pour arriver à lire glénant, vous le savez, donc c'est peut-être lisible, mais sinon j'aurais pu écrire n'importe quoi, vous auriez eu quelques difficultés à comprendre que c'était glénant. Donc attention à ce genre de choses. Si vous voulez agrémenter votre diaporama, vous avez tout intérêt à émettre des médias. Alors, des médias qui peuvent être animés. L'avantage d'un schéma animé, ça permettra de pouvoir expliquer de façon extraordinaire comment se passe une chose. Je vous renvoie à la diapositive l'animation d'écueil de mer ou toute autre chose que vous pourrez éventuellement avoir réalisé de façon à présenter. Dans certains cas, il y a tellement d'objets sur une diapositive que si vous présentez la diapo telle que, ce sera totalement incompréhensible par le public. Alors que si vous faites venir les éléments un par un, le public va comprendre la logique qui anime votre discours et dans ce cas-là va pouvoir sans aucun problème s'approprier lui-même votre schéma. Au final, il y aura les mêmes éléments qui seront là, mais l'avantage ayant été expliqué un par un, se mettant en approche progressive les uns par rapport aux autres, vous aurez quelque chose de cohérent. Si vous mettez des graphiques, n'oubliez pas la légende, n'oubliez pas non plus les unités, de façon à ce que l'on puisse comprendre ce que c'est comme graphique. Si vous avez des illustrations, c'est bien pour pouvoir étayer vos propos. Ne pensez que ce n'est pas simplement pour masquer un vide, mais c'est aussi pour étayer votre propos et faire mieux comprendre aux gens ce qui se passe. Vous avez des éléments qui sont relativement intéressants, comme les Smart Art, qui vont permettre de pouvoir présenter des concepts facilement. Je vous renvoie à la chaîne Trophique, par exemple, sur les Glénans, mais vous pouvez avoir d'autres exemples par rapport à ça, de façon à créer quelque chose qui soit visuel, facile à modifier, et aussi très facile à intégrer dans la compréhension des gens. Si vous avez des tableaux Excel, pensez à synthétiser le tableau Excel. On voit malheureusement toujours des tableaux Excel avec plein de lignes blanches, vides, qui ne servent à rien. On voit aussi des tableaux Excel où à côté il y a plein d'éléments avec aucun chiffre, donc ça ne sert à rien non plus. On voit des tableaux Excel où les gens ont écrit des cases très grosses et avec un texte très petit à l'intérieur. On voit un stand d'horreur de ce type. Donc dans tous les cas de figure, s'il y a beaucoup d'éléments, vous avez tout intérêt dans ce cas-là à synthétiser. Ne présentez que les éléments simple, toujours pareil, police de 20 minimum. Si vous pensez qu'il manque des éléments, et dans ce cas-là, vous n'avez qu'à sortir la feuille Excel sur papier A4 que vous pourrez distribuer au public pour qu'il puisse avoir plus d'informations ou pas. D'accord? Mais en aucun cas, vous ne présentez quelque chose qui soit illisible. Pensez à reculer au fond de la salle ou pensez à reculer au fond de l'amphi pour voir si votre tableau Excel est compréhensible. C'est un gros défaut par rapport à ça. Petite chose peut-être dans Excel, pensez aussi à mettre en forme votre tableau avec le format automatique, c'est très bien, de façon à ce que quand vous allez récupérer votre tableau, il soit avec le fond directement, alternance de lignes claires foncées, et surtout qu'il soit avec un fond clair foncé avec votre texte foncé, ce qui est souvent le cas. L'avantage par rapport à ça, c'est que si vous intégrez sinon votre diaporama Excel sur un fond clair comme ici, il n'y a aucun problème, ça passera très bien. Mais si votre fond est foncé, le fond en fin de compte dans Excel par défaut est transparent s'il n'y a pas mis de couleur de remplissage. Ce qui fait que dans ce cas-là, vous aurez un truc écrit en foncé sur fond foncé, et dans ce cas-là, ce sera totalement illisible. Vous devrez faire la modification. Je vous renvoie à la partie du cours relative justement à l'intégration d'objets avec l'objet Excel, où ce problème est justement traité. Vous avez possibilité de mettre des graphiques adaptés.
par rapport à votre thématique. Essayez de respecter aussi les règles, que vos graphiques soient pour les mêmes, qu'il n'y ait pas des schémas simples et des trucs compliqués. Faites en sorte qu'ils soient toujours pertinents. C'est pas la peine de mettre des trucs qui ne servent à rien, juste pour faire sourire ou rigoler éventuellement le public, et qu'ils soient percutants de façon à étayer au mieux les propos que vous annoncez. Dans tous les cas, ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Excel, si jamais il y a besoin de présenter des choses plus complexes, qui ne peuvent pas passer sur une diapo, imprimez une feuille par rapport aux différents médias dont vous avez besoin. Alors, vous allez créer un thème. Quand vous allez créer un thème, dans tous les cas de figure, il faudra que le thème soit personnalisé et homogène, c'est-à-dire qu'il contient une logique par rapport à ce que vous allez présenter. Il faudra aussi que le thème que vous allez utiliser respecte éventuellement la charte graphique de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou de la structure que vous utilisez. Vérifiez que si vous avez des liens hypertextes, ici il n'y en a pas dans ce diaporama, mais que les liens hypertextes sont visibles à la fois sur du texte ici, mais éventuellement dans les objets, sur les cartes. Je vous renvoie au cours sur la création de thèmes par rapport à ça. Et que le lien hypertexte reste visible, y compris le lien hypertexte visité. Vous avez 2 liens hypertextes à faire. Pour cela, vous pouvez adapter le jeu de couleurs de PowerPoint pour avoir quelque chose de cohérent. L'arrière-plan doit être discret. Pas forcément si discret que celui-ci. Vous pouvez mettre un peu plus égayé, plus de couleurs si vous le souhaitez, mais dans tous les cas, il doit rester sobre. Essayez surtout de ne pas mettre des fonds d'images ou des trucs comme ça qui seront très contrastés et qui deviendront donc très difficiles à lire et surtout ne permettront pas de lire le contenu qui est par-dessus et qui est avant tout la chose importante à montrer. Donc les couleurs doivent être toujours contrastées, de façon à ce que ici on ait un bleu sur un blanc, ça passe. Ici le blanc sur un bleu cyan était peut-être un petit peu limite, donc c'est pour ça qu'une petite bordure autour et un petit ombre a permis de pouvoir faire en sorte que le blanc sur fond bleu puisse rester visible, y compris dans un environnement lumineux ou avec un éclairage de vidéoprojecteur qui soit un peu limité. Alors dans tous les cas, prévoyez, bien évidemment, un contraste suffisant pour un environnement lumineux. Il est souhaitable de faire des tests sur différents types de vidéoprojecteurs et, si possible, sur le vidéoprojecteur que vous utiliserez lors de votre présentation, de façon à s'assurer que vous avez bien quelque chose de correct et que ça restera lisible, y compris au fond de l'amphi. Sinon, le public va se désintéresser de votre présentation et passera à autre chose, discutera entre eux, etc. Alors, document connexe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éventuellement faire votre présentation avec PowerPoint, mais on n'est pas obligé de remettre des documents. Souvent, les étudiants remettent des documents avec 3 diapos d'un côté, de quoi prendre une note à droite, comme souvent on leur enseigne. Attention, ça ne sert pas forcément à grand-chose, ça, dans la mesure où les gens n'ont pas besoin de suivre votre présentation, sinon ils risquent de passer voir ce qui va se passer après. Si jamais vous avez des graphiques avec des chiffres, des machins, etc., vous pouvez très bien remettre un document, et dans tous les cas, il est souhaitable de pouvoir régénérer un document qui soit un document imprimable. C'est-à-dire non pas un PowerPoint, mais plutôt un document de type Word ou de PAO, comme vous voulez, suivant les techniques que vous utilisez. Et c'est ce document-là que vous allez remettre lors de votre présentation, où les gens auront vraiment un document texte et non pas quelque chose qui reprend les éléments de votre présentation, mais qui reste souvent difficile à lire. Évitez aussi, si vous avez utilisé des diapos multiples pour faire une petite animation, et que vous imprimez néanmoins vos diapos, évitez d'imprimer les diapos qui sont avec peu de structure. On peut faire une sélection quand on imprime les diapos pour ne sélectionner que les diapos pertinentes. Tous les diapos cachés ou autres que vous n'avez pas présentés, dégagez-les de votre document imprimé que vous allez générer. On l'a déjà dit, mais on le redit, imprimez les tableaux complexes si besoin, de façon à ce que les gens aient au format A4 quelque chose de cohérent, de plus complet que ce que vous avez présenté de façon succincte. Souvent, c'est des choses que les comptables ont du mal à comprendre parce qu'ils veulent présenter tous les chiffres, etc. Et que malheureusement, le but, c'est de rester synthétique. Et si on veut plus de détails, on va pouvoir aller regarder les différents comptes comptables ou autres. Mais en tous les cas, on présente quelque chose de simple, quitte à faire des regroupements de comptes. Présentez les documents connexes. C'est-à-dire que si vous avez des documents à remettre, choisissez le moment où vous allez les remettre et présentez-les avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme document connexe? Ça peut être éventuellement, vous avez réalisé une affiche
pour votre présentation, vous allez présenter la fiche au public et éventuellement la faire passer suivant la taille du public. Vous avez des produits à présenter, pensez à amener vos produits de façon à pouvoir présenter ces produits, éventuellement que le public puisse après le toucher, éventuellement le voir, etc. C'est des techniques qui sont intéressantes et qui permettront au public, même s'il décroche par moment de votre présentation, de pouvoir s'approprier plus facilement le propos que vous voulez montrer et mettre en exergue dans votre présentation. Système de pointage. Alors, par rapport à ça, vous pouvez très bien utiliser différents systèmes de pointage. Pointage et aussi donc navigation. Le premier à utiliser, c'est le clavier. L'avantage du clavier, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace ou sur la touche P pour pouvoir le déplacer. Il y a des claviers qui sont sans fil, mais la majorité des claviers étant donc filaires, vous serez contraint de rester près du poste de présentation qui contient votre diaporama. Vous pouvez aussi utiliser éventuellement un pointeur laser seul qui permettra de pouvoir pointer des éléments au tableau ou sur la présentation que vous faites. N'oubliez pas que la souris peut aussi bouger et vous permettre de présenter. On peut changer aussi la présentation de la souris en fonction des contraintes. Vous avez un certain nombre de petites choses en bas qui permettront de modifier le pointage de la souris. Je vous renvoie au cours relatif à cette partie-là. Si vous n'avez pas de pointeur laser, vous pouvez utiliser l'index. Ça marche très bien aussi. Le tout étant que le vidéoprojecteur soit à une hauteur et que par rapport à votre système d'écran soit à une hauteur vous permettant de mettre le doigt quelque part pour pouvoir afficher votre ombre, pour pouvoir afficher l'ombre de votre doigt à l'endroit que vous voulez montrer sur le diaporama. Si vous voulez quelque chose de plus fin, vous pouvez utiliser un crayon, une règle ou tout système de pointage de ce type. Donc moi je trouve d'ailleurs l'index plus facile à utiliser que le pointeur laser. J'ai arrêté depuis longtemps. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des souris ou des souris inversées. Alors, des souris inversées, si possible, dans tous les cas, sans fil. De façon à pouvoir vous déplacer, ne pas être contraint à rester près du clavier. Sinon, c'est pas très facile, il faut se déplacer dans la salle, éventuellement, revenir au clavier ou près de la souris pour pouvoir cliquer au moment opportun. Certains fabricants, dont Microsoft d'ailleurs, avaient fait il y a quelques années des souris qui étaient inversées, c'est-à-dire que le côté bombé était une souris normale, et quand vous la retourniez, elle tenait dans la main, et il y avait donc un système de télécommande, avance-recul par rapport à ça. Bon, ça vous permet d'avoir un tout en un, sinon vous avez des objets qui sont des systèmes de pointage ou des appettes. Ici, je vous montre un très vieux système de pointage, qui est un système de marque Logitech, d'autres marques en font. Vous avez l'avantage ici, c'est d'avoir un petit connecteur que vous allez pouvoir prendre, et ce petit connecteur va pouvoir permettre donc de pouvoir être mis dans l'ordinateur. Et dans ce cas-là, vous avez une zappette avec avance-recul. Vous avez aussi donc la possibilité de faire la lumière, etc. Et puis un pointeur laser qui est là disponible. Celle-là, qui est un peu vieille, mais les nouvelles de chez Logitech le font aussi, permet, enfin du moins certains modèles, le font, permettent d'avoir ici un minutage. Ce qui permet de savoir où vous en êtes dans votre diaporama en ayant ça toujours dans la main, prêt à agir. Vous avez aussi d'autres systèmes qui existent, des petits systèmes qui permettent avec le doigt, en passant par-dessus, de détecter le mouvement et qui vont permettre de pouvoir faire avance-recul, etc. Vous avez aussi d'autres systèmes, je pense par exemple ici au bracelet Mio, qui se met sur le bras et qui associé avec son connecteur va vous permettre de pouvoir, dans ce cas-là, faire votre présentation de façon à pouvoir, rien qu'avec le mouvement du bras, pouvoir faire passer vos diapositives dans un sens dans l'autre, de faire des arrêts et reculs, etc. et de faire un certain nombre de choses. Attention, ce genre d'objet, si vous l'utilisez, il faut se l'approprier. Donc ça veut dire qu'au démarrage, vous devrez passer un peu de temps pour apprendre à manipuler ce genre d'objet. Si jamais vous avez une veste, et que l'on ne voit pas votre système de type Mio, par exemple, vous pourrez faire un effet bœuf éventuellement lors de la présentation, les gens se demandant simplement comment, rien qu'avec votre main, vous arrivez à faire bouger le système. Et puis après, vous trouverez sur Internet un tas de systèmes pour bricoler des trucs différents. Je me souviens d'avoir fait il y a quelques années de ça déjà, avec une manette de Wii, un système permettant de pointer simplement avec un crayon laser à l'écran qui détectait et qui faisait le changement de diapositive. Mais bon, c'est beaucoup de temps passé pour un effet qui est quand même limité. À moins que vous fassiez de des diaporamas
à tire-larigot toute la journée. Et puis, de plus en plus, vous pouvez utiliser maintenant les smartphones qui intègrent des systèmes de connexion, la plupart du temps en Bluetooth ou en Wi-Fi, à voir, hein, avec un ordinateur portable ou avec un autre système ou avec un petit connecteur Bluetooth, qui permettront dans ce cas-là de pouvoir utiliser votre smartphone comme télécommande et pouvoir donc balayer votre diaporama. Alors, avant la présentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans tous les cas, il faut s'assurer d'avoir la dernière version du diaporama. C'est toujours désastreux quand on commence une présentation de s'apercevoir au bout de quelques diapositives que c'est la diapositive, c'est le diaporama précédent ou la version N-2, N-3, et donc avec un discours qui n'est pas du tout adapté par rapport à ce qui est actuellement la réalité de votre présentation. Prévoir un kit de projection de rechange. Alors, ça se peut que les vidéoprojecteurs tombent en panne. Dans ce cas, qu'allez-vous faire? Il existe des petits micro-projecteurs qui peuvent permettre d'avoir une solution de dépannage. Bien évidemment, ce genre de choses peut marcher dans une petite salle, mais pas forcément dans un amphi. Donc, essayez de voir, si jamais il y a un problème, comment vous allez pouvoir passer au plan B, c'est-à-dire prévoir un autre système de rechange. Dans les amphis, éventuellement, la structure qui dispose de l'amphi peut avoir un autre système de projection. Ce qui veut dire qu'il faut venir suffisamment longtemps en avance, avant votre présentation, pour vous assurer que tout fonctionne, et surtout que si jamais il y a un bug, que vous ayez le temps d'aller chercher ou mettre en œuvre le système de rechange avant votre présentation. Il faut faire toujours des tests en réel pour vérifier le diaporama. Les tests en réel, c'est-à-dire que vous allez faire votre simulation de diaporama, si possible avec le vidéoprojecteur qui fera la simulation, et si possible avec un faux public, qui sont des amis ou des gens de vos connaissances, de façon à ce qu'ils puissent voir si votre diaporama est conforme par rapport aux souhaits, et aussi pour que vous puissiez vérifier le minutage. Dans tous les cas, il n'y a pas de défilement automatique si vous faites appel à un présentateur. Le défilement automatique est utile uniquement si vous avez donc une présentation à mettre sur un salon ou une présentation à mettre sur une vitrine ou à l'accueil d'une entreprise par exemple. Évitez les modèles de conception trop hétérogènes, c'est-à-dire que si votre modèle de conception, vous en avez plusieurs dans différentes diapositives avec des systèmes complètement différents, le public ne saura pas forcément où il est à chaque fois et risque de perdre son latin par rapport à ça. Récupérez l'ensemble des médias de la présentation. Assurez-vous, s'il y a de la vidéo et qu'elle n'est pas intégrée dans PowerPoint, si vous faites appel à des fichiers Excel, Word, PDF ou autres par lien hypertexte, assurez-vous que vous allez récupérer l'ensemble des médias et qu'ils vont être présents sur la clé, le CD ou le site internet, peu importe, qui va contenir votre présentation. C'est toujours embarrassant quand, à la fin de la présentation, vous voulez présenter une vidéo et que cette vidéo n'est pas présente, alors que ça faisait partie intégrante de votre présentation et qu'au contraire, elle apportait un plus énorme à votre présentation. Vérifiez votre diaporama en conditions réelles, on l'a dit et redit, mais il faudrait encore le redire 1000 fois pour que vraiment vous le fassiez de façon à vous assurer qu'il n'y a pas de souci lors de la présentation. Vidéoprojecteur et ordinateur. Donc, assurez-vous que la résolution et la colorimétrie du projecteur soient cohérentes. Ça arrive souvent que dans ce cas-là, on a des trucs qui ne sont pas corrects. Alors PowerPoint lui-même ne posera pas de problème. Si vous avez éventuellement donc un navigateur, j'ai vu une présentation par rapport à des briques de paiement hier d'une banque, et l'inconvénient c'est que le vidéoprojecteur avait une résolution totalement différente de l'ordinateur, ce qui faisait qu'il y avait plein d'iframes avec plein de fenêtres et plein de systèmes d'ascenseurs partout, ça devenait une horreur à regarder. Donc, vérifiez en conditions réelles que colorimétrie et résolution sont respectées. Certains vidéoprojecteurs ne vont pas transmettre une couleur. Si jamais votre diaporama, comme celui-ci, il n'y a pas de problème colorimétrique, mais si jamais vous présentez les différents choix de couleurs par rapport à un produit, il faut bien évidemment que les couleurs soient relativement proches par rapport à la réalité, ou du moins par rapport à ce que vous voulez montrer. Donc, vérifiez au démarrage aussi que le public voit bien le diaporama. Après, une fois que c'est fait, vous pouvez vous dégager complètement et ne plus regarder l'écran. Vous allez regarder le public, mais il faut s'assurer au départ que le public le voit. Sinon, le public risque d'attendre plusieurs diapos avant de vous dire, si jamais quelqu'un ose, que votre diaporama n'est pas visible par le public. Prévoir un plan B, au moins un, de façon à pouvoir, en cas de problème, passer à autre chose.
Alors le plan B, ça peut être quoi? Ça peut être de prévoir une clé avec son diaporama, de l'avoir sur son ordinateur, éventuellement de penser à des systèmes online. Alors ici j'ai marqué Office Online et OneDrive par exemple, mais si vous êtes adepte d'autres technologies, il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs solutions permettant d'avoir des choses en ligne en fonction de ce qu'on veut présenter. Mais prévoyez différents supports, une deuxième clé, éventuellement d'autres choses, de façon à être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Normalement, là où vous ferez de présentation, il y a donc Microsoft Office qui est installé. Et donc PowerPoint. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ou qu'il n'y a pas présenteur, ou qu'il n'y a rien du tout, pensez éventuellement à récupérer la visionneuse en allant chez Microsoft téléchargement et en demandant la visionneuse PowerPoint qui est gratuite. Vous ne pourrez pas installer Microsoft Office qui est un produit payant si jamais il n'est pas installé. Donc la visionneuse, elle, est autorisée de la même façon que vous n'utilisez que Acrobat Reader et que la version Acrobat est utilisée par moins de personnes, même si elle a des avantages énormes par rapport à ça. Diminuer la lumière ambiante si possible. Si votre diaporama est très peu contrasté, il faudra impérativement diminuer la lumière ambiante si c'est possible. Attention aussi, au moment où vous faites votre présentation, en début d'après-midi, il peut y avoir une petite pause post-pandriale, comme on dit, qui va faire que des gens risquent de décrocher, s'assoupir, si la lumière ambiante est trop diminuée. L'écran de contrôle est important pour vous permettre de voir ce que le public voit. Une fois que, bien sûr, vous avez vérifié que le public voyait bien votre diaporama. Mais cet écran de contrôle doit être entre vous et le public, doit vous permettre dans ce cas-là de pouvoir, en baissant les yeux, voir votre écran de contrôle, mais néanmoins, vous allez regarder le public parce que l'écran de contrôle est entre vous et le public. Alors, votre attitude. Restez debout. C'est une règle, de façon on ne fait pas... Alors j'ai vu des fois des présentations où les étudiants étaient complètement vachis sur la chaise, la présentation se ressent, parce qu'on relâche son discours, parce qu'on se relâche tout simplement, et que souvent la note s'en ressent aussi si jamais vous êtes noté. Ne pas lire votre texte. C'est-à-dire que s'il y a un peu de texte qui est noté ici, vous avez juste les mots principaux qui sont notés, et ensuite vous allez, comme je le fais actuellement, étayer et compléter votre texte en fonction du discours et de ce que vous voulez montrer comme chose. N'oubliez pas que votre public peut réagir et que la façon dont votre public réagit est importante. Vous ne pourrez le savoir qu'en balayant du regard la salle, de façon à savoir si votre public suit. Vous verrez très bien l'étonnement dans les yeux de votre public qui feront que vous savez qu'il faut soit reprendre le propos ou le reformuler pour que quelqu'un comprenne ce que vous avez voulu dire. Utilisez la communication non verbale, les gestes, la posture, déplacement, etc., de façon à pouvoir faire une présentation qui soit un peu plus égayée et un peu plus sexy, entre guillemets, que d'être avachi dans votre fauteuil ou équivalent. Vous pouvez aussi faire des silences qui vont donc ponctuer votre présentation. Ceci permettra au public de pouvoir se reposer aussi, éventuellement interpréter ce que vous avez voulu dire et par là même donc pouvoir être plus à même de réécouter ensuite la suite de votre propos. Essayez de parler toujours à haute et intelligible voix. C'est pas forcément évident toujours au départ. Essayez aussi d'articuler si possible, de façon à ce que les gens puissent comprendre ce que vous dites. Essayez de moduler votre voix pour que les gens puissent par moment avoir des appels et essayer de ne pas avoir une voix trop monocorde, sinon le public risque de décrocher par rapport à votre présentation. Si vous le pouvez, occupez l'espace. Placez-vous à droite, à gauche. Attention, quand vous passez devant l'écran, le public verra votre ombre sur l'écran ou votre silhouette sur l'écran. Donc, dans ce cas-là, ce ne sera plus visible. Donc, essayez de bouger si possible, suivant la présentation. Ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est possible, occupez l'espace. Si vous êtes plusieurs dans le groupe, répartissez-vous de chaque côté de l'écran, etc., pour que l'espace soit occupé au mieux et que vous puissiez donc faire des passages de paroles facilement entre les différentes personnes réparties suivant l'écran. Soignez votre look, c'est-à-dire que vous ne venez pas en jean troué, vous essayez d'avoir un look, alors pas forcément costume-cravate, tout dépend de la présentation que vous faites, mais si vous êtes étudiant et que c'est pour un oral de soutenance, ça peut être intéressant, surtout si les autres le font. Ne pas soigner son look peut souvent permettre de perdre des points ou d'avoir une appréciation négative du public, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc soignez votre look, votre présentation, c'est pareil par rapport à ça.
Le public. Toujours regarder le public et le surveiller. Il y a que vous devez faire attention à ce que le public suive bien. S'il discute ou s'ils font autre chose, posez-vous la question, est-ce que votre diaporama est intéressant? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait exprès en lançant quelque chose qui a fait que le public discute entre lui, etc. Éventuellement, quitte à faire une pause, si jamais il y a un fou rire ou autre par rapport à quelque chose que vous avez pu présenter, et que dans ce cas-là, ça permettra de récupérer votre assistance par la suite. Ne pas tourner le dos au public. Ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas poli, mais ça c'est moins gênant. Mais surtout que si vous ne parlez pas à haute et intelligible voix, le son sera encore atténué et que le public aura du mal à comprendre ce que vous voulez dire. Donc, on ne tourne pas le dos au public, on le regarde toujours pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il fait, et surtout lui permettre de mieux comprendre ce que je dis. Respectez le timing. C'est-à-dire que si on vous dit que la présentation doit durer 15 minutes, essayez de vous entraîner, est-ce que ce soit 15 minutes à 30 secondes près maximum. De façon à ce qu'on ne vous coupe pas à la fin. C'est toujours désagréable si jamais vous avez une présentation qui s'éternise, vous en avez un quart d'heure, vous êtes déjà arrivé à 20 minutes, au bout de 22 minutes, on risque de vous dire « Désolé, faut conclure ». Et conclure, c'est conclure. C'est-à-dire que vous avez 30 secondes pour conclure et vous n'aurez pas pu présenter vos arguments. Il est préférable d'avoir au départ éliminé les arguments qui sont moins importants plutôt que de ne pas permettre de présenter les arguments qui sont à la fin et qui sont excessivement importants puisqu'on vous dit de conclure. Voire éventuellement, j'ai vu dans certains cas de jury où le jury vous dit stop, c'est terminé. Et vous n'avez plus rien, conclusion 2 secondes, et voilà, c'est terminé. Donc c'est toujours gênant, donc respectez votre timing. Pour ceci, bien sûr, il faut avoir s'être entraîné au préalable. Pour ça, prenez un chrono. Prenez un chrono qui vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre présentation et de le suivre. Alors ça peut être un chrono, pas forcément un vieux chronomètre de grand-mère, mais ça peut être pourquoi pas un téléphone portable, un ordinateur, peu importe ce que vous voulez, mais de façon quelque chose qui affiche le temps qui passe, de façon à savoir si vous êtes toujours dans les clous. Si vous avez le mode présenteur de PowerPoint, vous verrez aussi dans la nouvelle version à partir de 2013-2016 que si vous avez coché la case présentation, vous aurez la possibilité d'avoir un chrono qui vous indique combien de temps vous êtes. Actuellement, je vois ici que on a un petit peu de temps passé sur le diaporama. Si possible, faites participer le public. C'est pas toujours évident, mais si vous pouvez faire participer le public, ça permettra de dynamiser un petit peu votre présentation et l'interaction que vous allez générer avec le public est toujours bonne à prendre et permettra de voir. Attention, dans ce cas-là, vous risquez aussi de déraper par rapport au timing, donc essayez de prévoir le décalage temporel que cela aura de faire participer le public par rapport à votre contrainte de timing. Pour la vidéoprojection elle-même, présentez votre plan d'abord, c'est-à-dire présenter pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qu'ils font, quoi vous avez parlé, etc. Respectez votre plan. Faire une démonstration si vous êtes prêt. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire une démonstration, de montrer des produits, montrer comment on s'en sert, faites-le. Mais uniquement vous êtes prêt et sûr. À ne pas oublier qu'on sait toujours qu'une démonstration est une démonstration, c'est-à-dire que souvent elle est préparée et qu'on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais dans tous les cas, entraînez-vous au préalable, parce qu'une présentation qui rate, ça fait toujours mauvais effet par rapport à ça. Ne pas lire ses notes. C'est-à-dire que normalement, vous avez votre PowerPoint qui est là, ou votre prédit, ou peu importe, qui est là, qui contient les mots principaux à ne pas oublier. Mais dans tous les cas, n'essayez pas de lire vos notes. Si jamais vous en avez, pourquoi pas, préparez-les, mais laissez-les sur la table, faciles à voir, et éventuellement à consulter ou à changer les pages pour trouver la page si vous avez un trou. Mais normalement, le fait d'avoir pris un stand de notes vous évitera ce genre de gag. Si vous avez la version 2013-2016 de PowerPoint, vous verrez aussi qu'il y a les notes qui peuvent apparaître sur l'écran du présentateur, qui permettent, en cas de problème, d'avoir directement les notes de ce que vous devez dire sur cette diapo. Donc, ça vous rassure aussi par rapport à ça. Utilisez le mode présenteur, ce qu'on a dit par rapport à ça, dans PowerPoint 2013 et suivant. Alors, lors de la présentation, vous allez pouvoir donc faire attention à un certain nombre de choses. Déjà, annoncer l'objet et le timing de la présentation. Le public vous en saura gré. Trop d'infos tue l'info. Sachez être court par rapport à ce que vous avez à annoncer. Ce diaporama, par exemple, commence à être un peu long et il serait souhaitable de pouvoir diminuer de façon à faire quelque chose de plus consistant en temps et donc de moins prenant. Il serait possible, par exemple, de décomposer en plusieurs diaporamas. Là, je laisse une présentation unique. L'avantage aussi, c'est qu'on arrive quasiment à tenir 1 heure de cours aussi avec ce diaporama.
N'oubliez pas de synthétiser sur la fin de la dernière diapo, ce que vous voulez montrer à votre public. N'oubliez pas systématiquement de répéter en conditions réelles le diaporama de façon à être sûr que ce que vous allez présenter va être conforme à ce que vous souhaitez mettre et que vous respecterez bien les propos ainsi que le timing. Utilisez un langage compréhensible par l'auditoire de façon à permettre que celui-ci puisse suivre votre propos. Éventuellement, vous pouvez parler avec des mots un peu soutenus, mais attention, et c'est l'intérêt de regarder le public, de façon à savoir si vous arrivez à l'atteindre ou si ça lui passe complètement au-dessus. Attention, si vous faites de l'humour et de l'autodérision, ça doit être préparé au préalable de façon à ne pas faire n'importe quoi. Après, une fois que votre présentation est terminée, les questions seront posées. Si vous êtes étudiant, il n'y a pas de souci, le public vous en posera. Par contre, si c'est devant un public de professionnels ou de collègues, souvent les gens n'osent pas poser de questions, etc. Donc il est souhaitable d'avoir facilité les premières questions. Pour ceci, vous pouvez demander à l'organisateur, qui, s'il n'a pas préparé les questions, mais normalement il l'a fait, d'avoir un minimum de questions, une question à poser, de façon à lancer le dialogue et que les gens par la suite puissent continuer à parler de votre topo. Si vous apercevez qu'il y a des erreurs dans votre diaporama, vous avez tout intérêt à les corriger rapidement après la présentation, parce qu'après vous risquez d'oublier ce qui a été dit, à moins que vous ayez pris des notes. Voilà pour ça. Nous allons terminer avec une dernière diapositive, avec un certain nombre de liens qui vous permettent de pouvoir récupérer de l'image de façon, ou d'autres médias, de façon à pouvoir agrémenter votre diaporama. Ces différentes choses seront traitées dans un autre diaporama, parce que celui-là est déjà atteint l'heure et c'est assez long, de façon à ce que vous puissiez, dans d'autres diaporamas, voir comment récupérer différents types d'images, en respectant bien évidemment la notion de copyright. Vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs que ce diaporama était sous copyright, vous pouvez le télécharger sans aucun problème, et donc vous pouvez l'utiliser si vous respectez différents arguments qui sont le fait de garder le nom de l'auteur, le fait de ne pas faire de modifications ou de les rendre accessibles dans les mêmes conditions par rapport à ça. Donc voilà une présentation de PowerPoint simplifiée pour savoir ce qu'il faut dire ou pas. Si on veut schématiser ce qui est utile, peu d'informations par diapo, le nécessaire, prévoir des diapos cachés et surtout regarder son public pour sa présentation. Au revoir et à la prochaine vidéo.